Autobiographie et personnalité. Je voudrais dans ce dernier chapitre illustrer ce que j'ai appelé la psychologie culturelle en appliquant sa manière d'aborder les problèmes à un concept classique et central de la psychologie. J'ai choisi pour cet exercice le concept de self. Il est à la fois central, classique et difficile comme aucun autre dans notre lexique conceptuel. Une psychologie culturelle peut-elle permettre d'y voir plus clair ? En sa qualité d'expérience humaine directe, le self a une histoire particulièrement compliquée. Les difficultés théoriques que ce concept suscite me semblent dues en bonne partie à l'essentialisme professé par ceux qui s'y sont intéressés et qui ont fait comme si le self était une substance ou une essence qui préexiste à notre effort pour la décrire, comme s'il suffisait de l'étudier pour en découvrir la nature. C'est une approche en elle-même déjà suspecte. C'est précisément ce qui a amené Edwin Boring, le fils spirituel préféré de Titchener, à abandonner toute l'entreprise introspective. Comme il nous l'a enseigné, l'introspection est dans le meilleur des cas une rétrospection précoce et elle est soumise au même mécanisme de sélectivité et de reconstruction que toutes les autres formes de mémoire. L'introspection est tout aussi sujette que la mémoire aux contraintes de la schématisation. C'est ainsi qu'est apparue une alternative à l'idée que le self pouvait être observé directement. C'est la notion de self conceptuel, du self conçu comme un concept créé par réflexion, d'un concept construit en somme comme tous les autres concepts. Mais le self-réalisme a fait long feu, car la question est désormais de savoir si le concept ainsi bâti est un vrai concept, ou s'il reflète la personnalité réelle ou essentielle. La psychanalyse figure évidemment au nombre des pêcheurs essentialistes. Sa topographie du moi, du surmoi et du ça, c'est la chose réelle, et la méthode de la psychanalyse joue le rôle du microscope électronique, qui la met à nu. Les problèmes ontologiques que pose le self conceptuel laissèrent bientôt la place à un ensemble de questions beaucoup plus intéressantes. Par quel processus et par quelle référence, à quel type d'expérience les êtres humains formulent-ils leur propre concept de self? Et quel type de self dégagent-ils? Le self comprend-il, comme l'a proposé William James, un self étendu, qui inclut notre famille, nos amis, ce que nous possédons? Ou, comme l'ont suggéré Hazel Marcus et Paola Nurius, sommes-nous des ensembles de self possibles incluant des selfs dont nous avons peur et d'autres que nous souhaitons, tous bousculant pour prendre possession d'un self actuel? Il m'apparaît que le climat intellectuel qui a mené à l'abandon du réalisme dans notre manière de concevoir le self recèle quelque chose de beaucoup plus universel. Le phénomène s'est produit dans les 50 dernières années qui ont vu apparaître parallèlement l'anti-réalisme dans la psychique moderne, le perspectivisme sceptique en philosophie, le constructivisme dans les sciences sociales et l'hypothèse d'un changement de paradigme dans l'histoire des idées. La métaphysique passant de mode l'épistémologie. L'épistémologie est devenue sa contrepartie séculaire, pour peu que des idées ontologiques aient pu être converties en question sur la nature du savoir, et nous convenait. Par voie de conséquence, le self essentiel laissa le champ libre au self conceptuel, sans presque livrer bataille. Une fois dénouées les entraves du réalisme ontologique, commencèrent à apparaître des problèmes concernant la nature du self, de caractère plus transactionnel. Le self n'est-il pas une relation transactionnelle entre un locuteur et un autre généralisé? N'est-ce pas un moyen pour construire une conscience, une position, une identité, des obligations par rapport à autrui? Sous cet angle, le self est alors dépendant du dialogue. Il est conçu aussi bien pour le récepteur de notre discours que pour des objectifs intrapsychiques. Mais cette démarche vers une psychologie culturelle n'eut qu'un effet limité sur la psychologie en général. Je crois que ce qui empêcha la psychologie de poursuivre son chemin dans ces voies prometteuses réside dans son attitude résolument anti-philosophique, qui l'a maintenue à l'écart des courants de pensée qui traversaient les disciplines voisines des sciences humaines. Plutôt que de faire cause commune avec elle pour définir des notions essentielles comme l'esprit ou le self, la psychologie a préféré s'en remettre au paradigme standard de la recherche pour définir ses propres concepts. Ce sont ces paradigmes
que nous avons adoptées pour mener à bien les opérations qui définissent le concept qui nous intéresse ici, tests, procédures expérimentales, etc. À cette époque, ces méthodes sont devenues une spécialité et elles ont défini avec rigidité leurs objets d'étude. L'intelligence, c'est ce que les tests d'intelligence mesurent. Le self n'y a pas échappé, c'est tout ce qui est mesuré par les tests consacrés au concept de self. Une industrie du test est née, extrêmement florissante, construite autour d'un ensemble de concepts étroitement définis. Chacun a disposé de son propre test, avec un manuel en 2 volumes qui traite davantage de difficultés méthodologiques que de résultats substantiels. Chaque test a donné naissance à son propre module de recherche, indépendant. On étudiait ainsi un aspect d'une notion plus vaste de self que l'on laissait sans définition. Les meilleurs travaux réalisés dans ce cadre ont souffert de ce joug. Ainsi, des études ont été menées sur cet aspect du self que l'on a appelé le niveau d'aspiration. Pour le mesurer, on a demandé à des sujets de dire combien de chances il avait de réussir une tâche après avoir réussi ou manqué des tentatives antérieures de réaliser cette même tâche. D'abord formulée par Kurt Lewin, l'idée était en tout cas nettement située dans son système de pensée. Elle a donné lieu à de nombreuses recherches dont certaines ne sont pas dénuées d'intérêt. J'ai l'impression qu'elle est morte étouffée sous un protocole de laboratoire trop contraignant. La démarche était devenue trop complexe pour pouvoir être élargie en théorie générale de l'auto-estimation. Elle était par ailleurs beaucoup trop isolée pour être incorporée dans une théorie générale du self. Par ailleurs, elle s'est déroulée sans prêter grande attention aux développements conceptuels qui se produisent dans les autres sciences humaines. Antipositivisme, transactionnalisme et insistance mise sur le contexte. Tout cela a commencé à changer. Il sera certainement plus facile d'apprécier pleinement cette évolution en observant ce qui se passe avec un autre concept fondamental de la psychologie, qui peut, à première vue, sembler éloigné de celui du self. Nous verrons comment les développements en cours dans la communauté intellectuelle peuvent parfois se frayer un chemin jusque dans les étroits canaux des paradigmes expérimentaux. Il s'agit de l'histoire récente du concept d'apprentissage. Je voudrais essayer de montrer comment il a été introduit dans le bain de la culture et des idées lorsqu'il fut redéfini comme étude de l'acquisition du savoir. Il présente d'innombrables parallèles, ou s'agit-il de contrepartie, avec le problème du self qui nous occupe. Commençons par l'apprentissage animal. C'est l'arène classique, où depuis un demi-siècle au moins les grands débats se sont déroulés. Là, les théories en lice ont bâti leur modèle de processus d'apprentissage en faisant appel à des procédures précises pour les étudier. La précision est allée jusqu'à concevoir des procédures adaptées à telle ou telle espèce animale. C'est ainsi que Clark Hull et ses étudiants ont choisi les labyrinthes multiples en T comme leur outil de travail favori. Cela convenait aux rats et ils pouvaient étudier sur cet animal les effets cumulatifs du renforcement terminal dans la diminution des erreurs. La théorie de Hull en effet était conçue pour traiter les découvertes découlant de ce paradigme de recherche. En dépit de son behaviorisme draconien, la théorie de l'apprentissage de Yale dut même inventer un simulacre mécaniste d'étude de la finalité afin d'expliquer pourquoi les erreurs qui se produisent vers la fin du labyrinthe, où se trouvait la récompense, étaient éliminées plus rapidement que les autres. À chacun son paradigme. Edward Tolman, plus orienté vers le cognitivisme et l'intentionnalisme, a lui aussi utilisé des rats et des labyrinthes, comme s'il avait voulu porter le jeu sur le terrain choisi par Hull. Mais il a préféré, avec ses étudiants, choisir un labyrinthe simple doté d'un environnement visuel plutôt riche, alors que ceux de Hull étaient fermés. Les Californiens voulaient que leurs animaux aient accès à davantage d'indications, d'ordre spatial en particulier à l'extérieur du labyrinthe. Dès lors, il n'est pas surprenant que la théorie de Tolman ait abouti à comparer l'apprentissage avec la construction d'une carte cognitive représentant le monde des relations possibles de la voie et du but. Hull, de son côté, élaborait une théorie où sont traités les effets cumulatifs du renforcement comme les réponses renforçantes aux stimuli. Dans la langue de cette époque, la théorie de Tolman était dite de la carte spatiale, tandis que celle de Hull était qualifiée de théorie du standard. Il est évident que toute recherche, quel que soit son sujet, s'intéresse aux découvertes qui reflètent ces procédures d'observation et de mesure. La science invente ainsi sans cesse une réalité conforme. Lorsque nous confirmons notre théorie par des observations, nous mettons au point des procédures qui viennent étayer la plausibilité de la théorie.
Ceux qui ont des objections à formuler peuvent braconner sur les terres de notre théorie en inventant des variantes, des procédures que nous avons conçues afin de démontrer les exceptions ou d'établir des contre-preuves. C'est bien ainsi que se sont déroulées les batailles théoriques sur le problème de l'apprentissage. C'est ainsi par exemple que Kрешewski a pu démontrer que la théorie du développement créée à Yale devait être erronée. Il a démontré que les rats introduits dans les labyrinthes hantés étaient mus par des hypothèses de toutes sortes apparemment autogénérées, comme de tourner à droite ou à gauche, et que les renforcements ne fonctionnaient que comme des réponses dictées par les hypothèses qui étaient à la mode à cette époque, ce qui signifierait que le renforcement ne serait en réalité que la confirmation d'une hypothèse. Mais de telles disputes donnent rarement naissance aux ruptures les plus radicales, même si la différence entre une théorie du renforcement des réponses et une théorie de la confirmation d'une hypothèse n'est en rien négligeable. Rétrospectivement, on peut même dire que cette bataille précise apparaît comme un signe précurseur de la révolution cognitive. Cela n'empêche pas que tant que le locus classicus de cette polémique a été le labyrinthe du rat, qu'il soit ouvert ou fermé, on a eu affaire à un précurseur sans grandes conséquences. À la fin, la théorie de l'apprentissage est morte. On devrait plutôt dire qu'elle s'est évanouie, ne laissant pour l'essentiel de son passage que des traces technologiques. L'ennui a joué, comme d'habitude, un rôle salutaire. Les débats sont devenus trop spécialisés pour susciter un intérêt général. Mais deux mouvements historiques connaissaient déjà une vigoureuse progression. 10 ou 20 ans après, ils allaient marginaliser la théorie classique de l'apprentissage. L'un était la révolution cognitive, l'autre le transactionnalisme. La révolution cognitive a tout simplement intégré le concept d'apprentissage dans celui d'acquisition du savoir. Un point final fut mis aux tentatives de la théorie de l'apprentissage d'élargir sa propre base en réduisant à ces termes la théorie du self. Nous y reviendrons. Avant cette révolution, les théories de la personnalité s'étaient concentrées presque exclusivement sur la motivation, l'affect et leur transformation, sujet qui semblait à la portée de la théorie de l'apprentissage. Il y eut même une période dans les années 40 où ces traductions de la théorie de l'apprentissage étaient devenues un artisanat. Mais avec l'avènement de la révolution cognitive, on vit l'accent se déplacer vers des problèmes plus cognitifs quand il s'agissait de théorie de la personnalité. Par exemple, on s'est demandé quel type de construction personnelle les gens utilisaient pour donner un sens à leur univers et à eux-mêmes. Le second mouvement historique n'avait pas encore atteint la psychologie. Le nouveau contextualisme transactionnel s'exprimait en sociologie ou en anthropologie, dans des doctrines comme celle de l'ethnométhodologie, dont j'ai fait état dans le second chapitre. Selon cette approche, on ne peut rendre compte pleinement et de manière pertinente des actions humaines en partant de l'intérieur, en ne faisant référence qu'aux dispositions intrapsychiques, aux traits de caractère, aux capacités d'apprentissage, aux motivations. Pour être expliquée, l'action doit être située, elle doit être conçue comme en continuité avec un monde culturel. Les réalités que les gens construisent sont des réalités sociales, négociées avec autrui, distribuées entre eux. Le monde social dans lequel nous vivons n'est, pour ainsi dire, ni dans la tête, ni ailleurs. D'un point de vue positiviste, l'esprit et le self font tous deux partie de ce monde social. Si la révolution cognitive a éclaté en 1956, la révolution contextuelle, au moins en psychologie, est seulement en train de se produire de nos jours. Comment le contextualisme a-t-il affecté les idées que nous avions sur la connaissance et la manière dont nous y accédons ? Roy P.A., David Perkins et d'autres, avec eux, affirment que le savoir d'une personne n'est pas seulement dans sa tête, celle d'une personne seule, mais dans les notes qui ont été jetées sur des carnets faciles à feuilleter dans les livres qui garnissent ses étagères où certains passages ont été soulignés, dans les manuels qu'elle a appris à consulter, dans les sources d'informations qu'elle a disposées dans la mémoire d'un ordinateur, chez les amis qu'elle peut appeler pour obtenir la référence qui lui manque ou pour qu'ils lui donnent un coup de main. La liste n'a pas de fin. Selon Perkins, tout cela fait partie de la masse des connaissances dont chacun est devenu une parcelle. Et cette masse contient également ces formes hautement convenues de rhétorique dont nous nous servons pour justifier ou expliquer ce que nous faisons, chacune étant retaillée et échafaudée selon les besoins. Le fait de parvenir à savoir quelque chose et alors à la fois situer, et pour reprendre l'expression de P.A. Perkins, distribuer, ne pas tenir compte de la nature située et distribuée du savoir et de son acquisition, c'est perdre de vue
non seulement la nature culturelle du savoir, mais aussi la nature culturelle de son acquisition. Anne Brown et Joseph Campione ont ajouté une autre dimension à cette image de la distribution. Ils notent que les écoles sont elles aussi des communautés d'apprentissage de la pensée, où il existe des procédures, des modèles, des canaux de feedback, qui déterminent comment un enfant apprend, mais aussi ce qu'il apprend, sous quelle forme et en quelle quantité. Le verbe apprendre mérite bien ses guillemets, car l'enfant qui apprend participe à une sorte de géographie culturelle qui soutient et donne forme à ce qu'il est en train de faire, sans laquelle il n'y aurait tout simplement pas d'apprentissage. Perkins l'affirme à la fin de sa démonstration. Peut-être vaut-il mieux concevoir la personne elle-même, non pas comme un noyau dur, pur et permanent, mais comme la somme et le fourmillement de participation. D'un seul coup, les théories de l'apprentissage des années 30 sont placées dans une nouvelle perspective distributive. Cette nouvelle vague n'a pas tardé à venir battre au pied de la recherche psychologique sur le self. Celui-ci doit être pris comme un noyau permanent et subjectif, ou faudrait-il plutôt le concevoir comme distribué? En fait, la conception distributive du self n'a rien de très nouveau à l'extérieur de la psychologie. Elle a pour elle une longue tradition en histoire et en anthropologie, c'est-à-dire dans l'ancienne tradition de l'histoire interprétative, et dans la tradition plus récente, mais en pleine expansion de l'interprétativisme en anthropologie culturelle. Je pense bien évidemment aux travaux que Karl Joachim Weintraub a menés sur l'étude historique de l'individualité, avec son The Value of the Individual, ou à ceux de Dodd, réunis dans son classique The Greeks and the Irrational, ou encore plus récemment à l'étude anthropologique de Michel Rosaldo consacrée à la personnalité chez les Longo, et à celle de Fred Myers sur les Pentupi. Toutes vont dans le même sens.